avec nous. Comment l'amour peut-il transformer des destins, bouleverser des vies? Les invités que vous allez découvrir dans quelques instants ont eu des destinées absolument exceptionnelles. Ils étaient truands, prêtres, se destinaient à une brillante carrière d'artiste. L'avenir était devant eux et pourtant, ils ont tous changé de vie, et cela pour l'amour d'une femme ou d'un homme. Démarrons tout de suite avec celui qui a un parcours absolument incroyable. C'était un gangster fiché au grand banditisme, dont la vie est un véritable polar presque incroyable. Il s'appelle Emmanuel Caldier. Avant de le recevoir, je propose de découvrir sa vie en images. Emmanuel Caldier a certainement été l'un des plus grands gangsters français. Dès l'âge de 8 ans, il fugue pour se réfugier chez des gitans qui lui donnent son surnom, Manu le Gitan. Très jeune, il tombe dans l'illégalité. Il devient braqueur, kidnappeur. Il est 17 fois condamné pour des braquages et des séquestrations. À la fin des années 90, il affirme avoir été l'homme de main par excellence de la politique française dans des affaires de trafic d'armes et d'argent noir. Il prétend également avoir été, pendant quelques années, l'une des grandes pointures des services de renseignement militaire de l'armée française. Ces derniers l'auraient alors employé pour des missions à très haut risque. Et puis un jour, fin 2000, Manu le Gitan rencontre Ariel. Cette femme bouleverse sa vie. Par amour pour elle, il décide de mettre un terme à son existence de gangster. Je vous demande d'accueillir Emmanuel Caldier. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui marié avec elle, avec celle qui a bouleversé votre vie, Ariel. Vous avez 6 enfants. Vous êtes écrivain également, auteur d'un livre qui s'intitule « Moi, Manu le Gitan », puisque c'est votre surnom. Vous l'avez encore, ce surnom d'ailleurs? Oui, partout, oui. Partout. C'est aux éditions Flammarion. Vous avez donc rencontré Ariel il y a 4 ans. Quand vous l'avez vue, vous vous êtes dit, cette femme-là, elle va changer toute ma vie? C'est pas Ariel que j'ai vu, c'est un ange que j'ai vu apparaître, en fait, dans une vie où c'était un peu une vie de démon, un peu mouvementée. Et puis, bon, c'est vrai que ça a bouleversé ma vie, quoi. Donc, j'ai regardé à droite, à gauche, mais j'étais encore dans un engrenage, donc c'était assez compliqué, quoi. Alors, vous étiez dans un engrenage. Vous aviez, on a brièvement résumé votre vie, bandit, les renseignements pour l'armée. Vous aviez encore une mission à accomplir. Il fallait que vous alliez kidnapper. Ça paraît presque incroyable quand on le raconte. Hein. Il fallait aller kidnapper quelqu'un en Suisse. Racontez-moi ça. Non, en fait, j'avais encore deux missions à finir. Une qui était entièrement semi-légale. Semi-légale. Entièrement semi-légale, comme je travaille toujours dans l'ombre. Et une autre qui me tenait à cœur, donc celle que je parle beaucoup dans l'ouvrage. C'est qu'en fait, j'avais rencontré des financiers qui je travaillais, comme d'habitude, je faisais du recouvrement de créances, hein, avec des grosses sociétés, des gros financiers à l'étranger. Et donc j'ai un de mes financiers qui je travaillais très régulièrement, qui m'a donné un dossier qui concernait une affaire où il y avait eu 180 000 $ ou 220 000 $, il y avait 2 dossiers parallèles, qui appartenaient à des enfants handicapés, à une fondation d'enfants handicapés, que les banquiers suisses avaient détourné. Donc les banquiers suisses avaient détourné en gros 220 000 $ à cette fondation d'enfants handicapés. Et j'avais dit, bah, écoute, j'irai les chercher gratuitement. Et là, on m'a dit, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas se mêler de cette affaire-là, c'est chaud. Et pourtant, vous avez décidé d'y aller? Ouais, j'ai décidé d'y aller. J'étais un peu pris entre deux feux avec l'amour pour Ariel et tout. Donc, et comment expliquer à sa femme, bon, je vais partir quelques jours kidnapper un type. Parce qu'elle n'était pas au courant quand elle vous a rencontré. Elle s'imaginait que vous étiez quoi? Quel genre d'homme? Un bon cadre dynamique, comme aujourd'hui, costume. Avec les bijoux. Hein, ouais, avec les bijoux. Bah, elle pensait que j'étais cadre dynamique dans la bijouterie. Voilà, c'est ça. Dans la bijouterie. Quelle bijouterie? De l'autre côté de la barrière, là. En fait, ce qui était trompeur, c'est qu'au début, elle a connu un mec plein d'or et quelques mois après, en tôle. Donc, comme quoi, les métaux, ça peut... Oui. Alors, ce qui était amusant, entre guillemets, c'est qu'elle ne savait pas qui vous étiez et pourtant, elle a commencé à avoir de sérieux doutes. Il y a beaucoup de portables, il y a des jolies voitures, et puis un jour, elle est tombée sur une arme, c'est ça? Oui, enfin, disons qu'elle me connaissait à travers plusieurs personnes. Je veux dire, elle fréquentait, elle, en bonne commerçante, en bonne cliente. Je veux dire, elle fréquentait des endroits où j'y allais. On était dans une région où j'étais assez connu, quand même, un peu comme le Blanc, mais personne réellement savait réellement ce que je faisais, comme j'avais pignon sur rue.
J'avais pignon sur rue, j'avais des boutiques, j'ai toujours eu des commerces. Donc, Oui, vous aviez une façade officielle. j'avais toujours une façade officielle, un côté voyou, un côté barbouze, quoi. Bon. Donc, c'est vrai que la première fois où je l'ai par exemple emmené danser un slow, j'aime pas trop danser, mais bon, je l'ai fait pour elle, parce que ça valait le coup. Et c'est vrai que quand elle m'a tenu dans ses bras, bah, elle a senti des objets métalliques dans le dos. C'était pas des prothèses, c'était des armes. C'était des armes. Donc voilà. Donc elle s'est dit peut-être qu'il est flic, mais dans quel service Elle vous a posé des questions sur ces armes? Non, elle était discrète. Je crois qu'elle voulait pas trop se poser de questions. Elle n'a pas envie de savoir. Peut-être que l'amour aveugle, je sais pas. Non, non, elle n'était pas dans. Disons que déjà ma vie elle est difficile à imaginer, c'est pour ça que quand je l'ai écrit dans ce livre, j'ai essayé d'être très précis avec le lecteur. Votre vie c'est presque une fiction, hein. Malheureusement c'est la réalité, j'ai une balle dans le ventre, j'ai 180 points de suture sur le bras. Parce que, alors, venons-y, parce que 47 non seulement fractures. Il y avait des armes, vous avez des cicatrices sur le corps, hein, il y avait des armes un peu bizarres quand même. Bah, disons oui, alors il y a eu plusieurs anecdotes marquantes par rapport aux armes, on va commencer parce qu'il y a tellement d'anecdotes. Donc c'est vrai qu'elle me demande pourquoi je suis armé, je lui dis parce que je fais de la protection rapprochée en plus. J'ai un port d'armes, donc voilà. Elle me dit, ah bon, c'est quoi un port d'armes? Bon, j'avais une carte de poulet à l'époque, donc je lui montre une carte tricolore. Une fausse? Oui, enfin une vraie fausse ou une fausse, oui, une fausse complète, voilà. Une fausse alors? Bon, j'avais la panoplie complète, mais bon, je la mettais pas en danger, j'étais pas en cavale. Comme dans les autres années de mon parcours, je suis quand même resté 8 ans en cavale sur le territoire français, parce que je me suis évadé plusieurs fois de prison, tout ça. Donc là, j'étais dans une situation à peu près semi-stable. Sauf que j'avais encore 2 affaires à concrétiser, quoi. Alors attendez, parce que moi je comprends pas, votre histoire elle est extrêmement compliquée. On a dit dans le reportage que vous avez été condamné 17 fois. 17 fois pour des braquages, kidnapping, séquestration, des braquages qui ont servi à alimenter des Pas un caisses. enfant de cœur, hein, Manu le gitan. Non, pas un enfant de cœur, mais quelqu'un au grand cœur. Je veux dire, quand j'escortais les convois humanitaires à l'étranger, je faisais en sorte qu'ils arrivent. Mais quand vous traversez 5 pays où ils crèvent la dalle, il faut bien donner à manger. Quand j'allais en Yougoslavie, on traversait la Roumanie, ils sont là, et, ils nous regardent passer comme ça, ils n'ont pas à manger. Donc c'est vrai qu'il m'arrivait de braquer quelques camions en région parisienne pour emmener en plus dans les convois humanitaires pour leur donner à manger, quoi. On passe pas devant. C'est intéressant de savoir que les convois humanitaires sont ravitaillés de cette manière-là. Bah non, ça c'était ce que je ravitaillais moi pour négocier avec la mafia russe pour traverser les pays. Maintenant dans les convois humanitaires, on met pas que de la bouffe et des... Ça existe dans la vraie vie des trucs comme ça, moi je suis voyez bien, il y a hein. même, on va pas citer de nom, mais on voit bien qui vous passe des beaux camions. Vous avez bien vu à la télévision, tout ce qu'on faisait, c'est magnifique, on va envoyer en Yougoslavie de la bouffe. Bon, il y a de la bouffe, il y a des médicaments, sûr, mais des fois il n'y a pas que ça. Il y a quoi? On va pas le dire, mais bon, les gens le savent. Quand il y a des embargos, si on met des embargos, c'est pour... armes. Peut-être. Alors, continuons. Donc, bandit, braqueur, elle vous voit, elle tombe amoureuse de vous, elle sent des armes dans le dos, bah bon, donc là, j'arrive à maîtriser la situation en sortant une carte bleu-blanc-rouge, ça rassure toujours. La preuve, quand vous en sortez une, vous vous arrêtez. Bon, c'est vrai que sur mon coupé sport, je pouvais pas mettre un gyrophare, ça la foutait mal. Elle aurait vraiment pensé que les impôts étaient gâchés, parce que c'était quand même une voiture qui valait 1 million de francs à l'époque. Donc... Jolie voiture. Mais officiellement, votre façade vous permettait d'avoir un tel train de vie ou elle se doutait qu'il y avait déjà des trucs que pas catholiques? Non, bon, elle se doutait. Bon, je veux dire, à partir du moment où vous êtes déjà... L'habit fait le moine, hein, même. Bon, je sais qu'on reçoit un prêtre après, mais... L'habit fait le moine, voilà. Donc, en façade, j'étais dans une ville assez riche. Je fréquentais aussi bien les avocats. Je veux dire, elle me voyait avec la police leur dire bonjour. Elle me voyait avec le commissaire dire bonjour. Je veux dire, on se pose pas de questions. Je veux dire... Ouais. Alors, vous partez donc en Suisse kidnappé... Bah déjà, au départ, donc en fait, j'explique à Ariel que ça va être compliqué pour qu'on se voie parce que je suis pas tout le temps là. Je pars en déplacement, je dis pas en mission, je dis en déplacement. Et puis donc, c'est vrai qu'une femme, c'est toujours curieux. Hein. Vous, la première, vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Vous êtes un peu là pour ça aussi en même temps. Ouais, donc voilà. Et donc, plus sérieusement, donc, je lui ai dit, voilà, j'habite là et donc on arrive devant une porte métallique avec un rideau en fer. Elle voit que j'ouvre le rideau avec une télécommande. Et elle voit que je rentre la voiture à côté et elle voit une caravane dans un hangar en plein centre-ville. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est son garage et il a sa caravane à côté. C'est un touriste. Oui. Non, on habite dans la caravane. donc j'ai habité dans ma caravane. Manu le gitan. Voilà, ma caravane qui m'a pas quitté. Alors il y a la caravane, mais dans la caravane, il y a des trucs un peu bizarres. Oui, dans la caravane. Donc dans la caravane. Il y a un peu l'attirail du parfait bandit, agent de renseignement, oui. Alors donc en fait, bon, dans la caravane, elle voit que pour elle, c'est une maison de poupée parce que bon, elle habite en appartement, elle avait une vie normale, voilà. Donc c'est vrai que c'était soigné, c'était raffiné. Donc elle découvre la caravane et quand je lui explique que je suis obligé de partir en Suisse, elle me dit bah, je vais te faire ta valise, je vais t'aider, etc. Parce qu'elle était très, je dirais mère poule quoi en fait, hein, parce que bon, elle est restée très longtemps avec ses 2 enfants à les élever toute seule, très mère poule, très.
Donc voilà, et donc elle me voit faire ma valise et elle me voit sortir un téléphone et elle se marre parce qu'elle voit que j'ai 5 téléphones dernier modèle dans les mains et que j'en sors un qui a 10 piges, quoi. Donc, et c'était quoi qui a un gros téléphone, quoi. Je veux dire, les gros comme on sortait au départ, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est réduit, les téléphones portables. Et elle en rigolant, elle me dit, bah, dis donc, t'as un vieux téléphone, t'as 5 téléphones tout neufs, et là, je peux me sortir une blague du style, ça, c'est l'entreprise qui est en train de faire faillite, enfin, un truc classique, quoi. Je dis, non, celui-là, il tire 6 balles de 22 l'orif, c'est des armes que j'ai fabriquées. Oui, un téléphone portable qui tire 6 balles de 22 l'orif. Vous lui avez dit ça? Bah oui, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, fais attention, parce que si tu tires dessus. Et elle vous a cru? Bah non, au début non, donc je voulais pas lui faire une démonstration dans la caravane. Attendez, Emmanuel. Attendez. Vous rencontrez cette femme et vous en tombez amoureux. Vous commencez à vous dire, cette fille-là, pour elle, par amour, je vais raccrocher. Et elle arrive dans votre caravane. Déjà, elle est surprise parce que vous habitez une caravane. Elle tombe sur un espèce de portable qui tire 6 coups et vous lui dites, j'en reviens pas. Bah, je suis obligé de lui dire. Suicidaire. Non, mais... Elle aurait pu vous plaquer. Et bah, j'aurais chanté Ne me quitte pas. Il y a la femme à Brel qui va arriver après, voilà. Le téléphone, elle me dit, bah, c'est des conneries. Ben, je dis, oui, je peux pas te montrer là. Voilà, je lui ouvre le téléphone et je suis sur un chargeur. Elle n'avait même pas vu, c'est même pas ce qu'était une balle, comme beaucoup de gens savent pas ce que c'est une balle, n'ont jamais forcément vu une balle dans leur vie. Et donc, je me regarde comme ça, et elle me dit, mais à quoi ça sert? Ben, je dis, c'est pour passer aux aéroports, parce que je pose le téléphone à côté du portique et il passe. Et je suis armé dans l'avion si j'ai un problème. Et après, parce que ça passe les portiques en plus. Bah oui, ça passe les portiques. Sympa. C'est l'actualité. Et j'avais fabriqué ça, et j'avais fabriqué des stylos qui tiraient. Ah, parce que c'est vous qui fabriquiez les armes? J'avais une fabrique d'armes en Yougoslavie, ouais. Ah, très bien. Et donc j'ai fabriqué des stylos qui tiraient des balles de 22 l'orif. Des stylos qui tirent des balles? De 22 l'orif, qui se mettent dans un étui classique. Des stylos comme des stylos? Oui, des stylos comme ça, classiques. Ah, vous en avez un? Je fais une démonstration. Mais il a passé les portiques de sécurité. Voilà. Vous n'êtes pas armé, là? Non, vous ne faites pas peur. Non, je n'ai pas peur de vous, vous êtes charmante. Non, mais je me doute, mais enfin bon, on ne sait jamais. Et donc, elle a vu tout ça, ça t'attiraille? Oui, mais bon, elle s'est crue un peu dans un film. On a le sentiment que vous fanfaronnez un petit peu, parce que vous avez de l'humour. Est-ce que vous pensez que ça l'a attiré? Non, non. Mais vous n'avez pas eu peur de la perdre, hein, honnêtement? Non, mais si on ne dit pas la vérité dès le départ, après, je crois que c'est voilé dans un couple. Je veux dire, soit on assume son passé à 100%. Non, mais attendez, elle n'était pas du milieu, votre femme. Mais non. Elle voit arriver un type dans une caravane avec des trucs qui tirent des balles, enfin c'est curieux, excusez-moi. Au départ, peut-être qu'elle n'y croyait pas. Je veux dire, comme beaucoup de gens disent, ce mec-là, peut-être qu'il raconte des conneries, mais enfin, si je commence à inquiéter les politiques... Qu'est-ce qu'elle vous dit d'ailleurs, là, avec le recul, maintenant qu'elle est avec vous, qu'elle sait ce que vous avez fait, que vous avez raccroché? C'est pire parce qu'elle en voit encore plus. Non, mais elle en voit encore plus dans le sens où quand je vais manger chez un sénateur ou un ministre ou un homme politique, elle dit, tiens, au début, elle dit, tiens, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu quelque part, celui-là. Moi, je dis, oui, amour, c'est un tel, bon, voilà. Parce que vous avez un bon carnet d'adresses, en plus. C'est normal, je garde des bonnes relations avec les gens qui sont bien et avec les mauvais, ils savent que j'ai des dossiers sur eux, donc ils sont gentils avec moi. Ah, ça calme tout de suite, hein? Ça calme, ouais. C'est clair. Vous la prévenez, vous lui montrez effectivement en douceur, confiance. En douceur. J'ai bien compris. Et à quel moment vous vous êtes dit, cette fille-là, c'est un peu comme la chanson, hein, cette fille-là, elle est terrible et ça va me faire arrêter tout ça? Disons que tant qu'on n'a pas de motivation, avant j'étais kamikaze, suicidaire, je dirais, mais lucide et réfléchi. Ça veut dire que je ne montais pas sur n'importe quoi. Quand je prépare une affaire, je mets 6 mois à la préparer. On ne m'attrape jamais en flagrant délit. Soit je me rends au bout de 6 jours quand je kidnappe quelqu'un, parce que le 7e jour, c'est les assises, et le 6e jour, c'est la correctionnelle. Donc au niveau défense, ce n'est pas la même chose. Donc je calcule toujours mes opérations. Je m'arrange toujours pour rentrer vivant. Donc en 97, je ne devais pas rentrer vivant. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais parti en Yougoslavie avec un passeport un peu spécifique, et je ne devais pas rentrer vivant. Je l'ai là, si vous voulez le voir, ça vous fait plaisir. Je l'ai emmené, le juge me l'a rendu, voilà. C'est la gueule que j'avais quand je voyageais, voilà. Et j'ai un visa très spécial, multiples visites, voilà. José Bas, qu'est-ce que c'est? C'est un passeport, voilà. C'est pas une spécialisée passeport, vous savez. Moi, j'ai un passeport normal. Hein. Voilà, moi aussi, avec un passeport normal. Sauf le problème, c'est quand ils me l'ont fait à mon nom, quoi. C'était mon vrai nom. Et alors, attendez, excusez-moi, là, vous allez me trouver abruti, mais je comprends pas ce que vous dites. Ça veut dire que c'est un passeport qui m'a servi à voyager dans les pays de l'Est à mon vrai nom, quoi. D'accord. Où j'aurais dû ne pas voyager avec mon vrai nom. Très bien. De façon à avoir une sécurité à l'heure actuelle. Donc voilà la gueule que j'avais, s'il y en a qui me recherchent encore. Mais il y a prescription. C'est pour ça que je le montre. Voilà. Votre tête, elle est mise à prix, en fait? Hein? Votre tête est mise à prix? Non, 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 pas du tout. Il paraît que vous avez toujours des gardes du corps, c'est vrai? Oui, j'ai toujours des gardes du corps parce que j'ai des amis. Des amis ou des gardes du corps? Oui, j'ai des amis gardes du corps. On n'est pas toujours à mes questions, mais c'est pas grave. Si, non, j'ai des gardes du corps, c'est plus des fois pour me freiner moi. Parce que je veux dire... Alors justement, est-ce que vous me racontez votre vie? Est-ce que maintenant que vous avez raccroché, ça fait, on peut dire 4 ans? Oui, 3 ans, 3 ans. J'ai raccroché, ça vous manque, cette vie? Non, pas du tout. C'est quoi votre vie aujourd'hui? Vous faites quoi dans la vie? Je dois beaucoup à ma femme parce qu'elle m'a beaucoup aidé, soutenu, donné envie de me tenir à ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'en fait, généralement, il faut savoir que quand on sort de prison, on sort avec rien. Une main devant, une main derrière.
à 99,9% des gens. Parce que vous êtes allé en prison, bien sûr. Oui, j'étais en prison, j'ai fait 8 ans, je me suis évadé plusieurs fois, etc. Bon. Mais il faut savoir que là, cette fois-ci, je suis sorti avec un manuscrit dans les mains. Et c'est même pour ça que j'ai accepté une liberté conditionnelle, c'est-à-dire que je suis sorti à la moitié de ma peine, parce que j'ai un pointage régulier tous les mois, etc. Mais je savais que je ne recommencerais pas. Qu'est-ce que vous êtes pour votre femme aujourd'hui? Vous qui parliez d'ange, vous êtes un ange ou un démon qui attire les femmes? Un démon après 22h30? Non. Non, mais vous savez comment sont les femmes? On dit souvent qu'elles aiment les voyous. Pas la mienne. Vous avez moins de piquant maintenant pour elles que vous êtes rangé des voitures? Non, je pense de toute façon, il faut mettre du piment. Pour qu'un couple est dur, il faut mettre du piment tous les jours dans la vie, je veux dire. Quel qu'il soit, je veux dire. Ne dites pas que vous sortez encore votre portable à 6 coups. Non, mais je tire 6 coups. Non, je déconne. Non, mais... Est-ce que quelquefois votre femme, vous avez une petite fille? Oui. Est-ce que votre femme, aujourd'hui, avec tout ce que vous savez, les amis que vous avez, ceux que vous avez perdus mais qui ont peur de vous, est-ce qu'elle a peur pour vous? Je pense qu'elle a j'ai l'avantage d'avoir une femme intelligente, belle, c'est déjà aussi c'est important, belle et intelligente, et qui est très patiente et qui a su s'adapter en fait à mon système de vie, mais s'adapter dans la légalité, à même comprendre. Parce que c'est vrai que quand vous revenez par exemple d'un plateau de télé, vous allez être peut-être un peu fatigué, si votre mari ne sait pas bien vous prendre, vous allez être énervé, et puis ça va finir avec un surgelé dans le micro-ondes. Et donc, même fatigué, par exemple, elle sait me faire un petit dîner aux chandelles, même si elle sait que je suis fatigué, faire un dîner aux chandelles, me faire couler mon bain, etc. Et elle finira peut-être habillée dans le bain, parce que je la jetterai dans le bain avec moi. Vous êtes gentil, mais vous n'avez pas répondu à ma question, Emmanuel. C'était laquelle? Ma question, c'était de savoir si elle avait peur pour vous. Non, je pense pas. Je pense qu'elle sait que je suis très prudent. Je sais ce que je fais, et j'ai assuré mes arrières, sinon je ne serais pas là. Alors, c'est pas à vous que je vais dire ça, parce que vous connaissez ça bien mieux que moi, mais moi, j'ai vu ça dans les films. En général, on n'a peut-être pas peur pour soi, mais on peut avoir peur pour sa famille. Est-ce qu'elle a peur pour elle, pour l'enfant que vous avez en commun? Je pense pas. Je pense qu'elle sait que je gère tout ça et qu'on n'aura pas de soucis, parce que si on a des soucis, il y aura beaucoup de gens qui en auront beaucoup plus que nous et qui ont beaucoup plus à perdre que nous. Alors aujourd'hui, qu'on me laisse vendre mon bouquin, qu'on me laisse m'exprimer, je vais écrire un deuxième bouquin que j'ai signé sur les prisons aussi pour expliquer aussi aux lecteurs. Et qu'on me laisse faire ma tournée tranquille. À chaque fois que je vais en tournée, je dédicace mes livres et je cède mes droits d'auteur à des gens qui en ont besoin, des associations caritatives pour l'illettrisme, pour des choses comme ça. Maintenant, je suis smicard et des fois même, avant j'avais 200 millions d'avance, maintenant j'ai 200 millions de retard. Mais ça ne m'inquiète pas, c'est moi qui les dois à la banque, donc c'est eux qui m'appellent, c'est pas moi qui paye les communications. Donc. Et ça ne vous manque pas justement, cette vie où l'argent coulait à flot? Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un message à faire passer, j'ai une expérience, j'ai mangé très fort. C'est pas facile tous les jours, la prison c'est dur. Les jeunes, souvent, en sortant de prison, jouent les cakes et disent ouais, j'étais en prison, je suis un show, etc. La prison c'est très dur. Même pour ceux qui ont une force de caractère, il faut s'accrocher à quelque chose. Et c'est pas un exemple d'avoir été en prison. Et j'ai fait que 8 ans sur 100 ans de condamnation, mais je suis un peu con d'avoir fait 8 ans. J'ai perdu 8 ans de ma vie quand même. Et j'ai perdu... Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour Manu. Je voulais tout d'abord vous poser 2 questions. La première étant celle-ci, malgré vos situations plus que dangereuses à certains moments, est-ce que vous avez réussi à toujours garder la maîtrise de vous-même? Oui, parce que j'étais entraîné. Bon, déjà, je suis sportif au départ. Donc déjà, le corps et l'esprit, ça se travaille en même temps. Et ce que je dis, c'est que quand je suis en prison, par exemple, mon corps est enfermé, mais mon esprit, il est libre. La preuve, je suis arrivé à écrire 400 pages en prison. Je veux dire, donc on se bat. Il faut toujours garder sa maîtrise. Parce qu'en plus, quand on s'énerve, on perd tous ses moyens. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Parce qu'il faut savoir que quand même, que moi, quand je partais, j'emmenais 25, 30 ou 40 personnes avec moi. J'étais responsable de 20, 30 ou 40 personnes. Mais qui avaient des femmes et des enfants. Et bien souvent, on était liés d'amitié, donc je connaissais tout le monde. On savait qu'on partait tous pour gagner de l'argent. On partait en même temps pour faire des missions. On partait en même temps pour aider les gens qu'on pouvait aider. Mais il ne faut pas perdre sa maîtrise. Mais des fois, c'est très dur. Quand il y a des petits provocateurs ou des gens qui poussent pour vous pousser à la faute, c'est vrai que c'est dur. Mais j'ai aussi des gardes du corps qui sont là pour me freiner, pour ne pas péter les plombs. Vos amis. Merci. Et la deuxième question étant celle-ci, est-ce qu'il vous arrive maintenant, si votre vie est plus calme, de vous dire « j'ai gâché ma vie » ou « je ne la regrette pas » ? Parce que maintenant, bon, bien sûr, vous vivez certainement tout à fait différemment, tout à fait autre chose. Est-ce que vous vous dites « mais j'aurais pu faire autre chose et peut-être mieux vivre, avoir mieux de choses, être mieux » ?
Alors, la regretter, j'ai des remords. J'ai raté beaucoup de choses. Voir grandir mes enfants à travers les parloirs de prison, c'est dur. Pour leur éducation. Maintenant, je me dis que si j'avais pas eu ce parcours à 8 ans, j'étais dans la rue. Hein, donc, oui, si on n'en a pas parlé justement, parce que ça explique beaucoup de choses. Si j'avais aussi. pas eu cette vie-là, je ne serais pas là aujourd'hui en train d'en parler et j'aurais pas écrit 400 pages qui pourront servir de Bible à certains. Moi, j'ai appris à lire et écrire sur la Bible et le code pénal. Et je me dis qu'aujourd'hui, mon rôle, il est d'essayer de passer un message. Comme par exemple, je suis à Nevers en ce moment en dédicace et j'ai des mères de famille qui m'emmènent leurs enfants qui ont 16 et 17 ans, qui font des conneries. Et pour qu'on puisse leur parler, je lui dis, mais c'est vraiment de la connerie que tu fais. Tu voles une mobilette, peut-être à quelqu'un qui est encore en train de payer le crédit, je fais pas la morale, mais j'essaie de lui expliquer tout ce qu'il va avoir derrière et qu'il peut pas découvrir. Je les mets en garde, je veux dire, les attirer, leur dire, voilà, le placard c'est dur, tu vas te retrouver peut-être à 3 en cellule parce que tu n'auras pas le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé, tu vas te retrouver avec des gens, tu vas te prendre des claques dans ta bouche parce que tu vas te faire raqueter en cours de promenade. C'est la misère en prison, c'est la misère, c'est le Vietnam, je souhaite pas aux jeunes d'y aller. Et je vous dis franchement, tous les soirs ils pleurent. En prison, c'est là où il y a le plus de consommation de médicaments et compagnie. Bon, donc c'est ce que je leur dis. Si j'ai pris un camion et que je fais une tournée et que je dédicace et que j'explique aux gens qui viennent, je veux pas qu'on me dise Manu c'est un héros, c'est cela. Sinon, j'aurais pas écrit ça, je vous le dis tout de suite. J'aurais pas écrit le livre comme je l'ai écrit. J'aurais fait carrément autrement. Je veux dire, j'aurais balancé Manu le Gitan, Barbouze, mode d'emploi, voilà, 3 sujets. Et voilà, et j'aurais vendu 50 000 exemplaires la première semaine. Quel est le type que vous préférez? Celui d'avant, Ariel, ou celui d'après? Le type, j'ai pas compris la question. Quel est l'homme que vous préférez? Celui d'avant, Ariel, ou après? Bah, celui d'aujourd'hui. Et l'autre, c'était qui? Bah, l'autre, c'était, je suis Gémeaux, donc double personnalité, c'est l'autre, il s'est effacé. Et c'était quoi? C'était un type seul? C'était un type revanchard parce qu'il il a été abandonné? Non, pas du tout. Ah non, mais moi, j'ai pas la haine. Hein. Oh là là, moi, j'ai pas. Non, mais moi, j'avais un contrat, point barre. Je veux dire, c'est comme. J'avais un contrat comme le gars qui va rentrer dans une boîte pour travailler et livrer 35 colis par jour. Moi, si on m'envoyait déminer 35 bombes, ben, je déminais les 35 bombes. Ouais, un bon petit soldat. Voilà, oui, mais pire que ça, parce que moi, j'ai pas le droit à l'erreur, parce que j'ai pas de couverture, je touche pas à ma retraite de l'État, je touche rien, donc. Et s'il n'y avait pas eu Ariel, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Bonne question. S'il n'y avait pas Ariel, je pense pas qu'on en serait arrivé là. J'ai pris conscience qu'une vie de famille pouvait être bien aussi. Et puis surtout, je suis arrivé à sortir de l'engrenage en vie, quoi. Je veux dire, attends, c'est pas facile. Je veux dire, c'est comme si vous, demain, on vous demande de présenter, vous n'avez pas de boulot et on vous demande de présenter une émission, même qui ne vous plaît pas, vous allez le faire. Il y a des gens, surveillants, c'est pas une vocation, gardien de la paix, c'est pas une vocation, aller travailler à l'usine pour les gens, c'est pas une vocation. Hein. Quand ils sont là, ils signent pour perpète. Hein. Vous avez 6 enfants. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelle vertu vous leur enseignez? Je leur dis d'aller à l'école, de bosser, puis ils ont intérêt à bosser, je vous le dis. Voilà, parce que et je pense que j'ai fait assez de prison pour toutes les décennies et les générations qui vont venir. Ils n'ont pas intérêt à faire les cons. Donc, Alors vous restez avec nous, Emmanuel Caldier. Je suis sûre que l'histoire que nous allons raconter à présent va certainement vous intéresser, car c'est aussi une belle histoire de rupture avec un passé, une belle histoire d'amour, un sacerdoce, c'est le cas de le dire. Notre prochain invité s'appelle Thierry Paillard. Avant de l'accueillir, je propose un résumé en images de son histoire. Thierry Paillard est un homme au destin hors du commun. À 20 ans, il rencontre Alix, une jeune fille de 15 ans dont il tombe secrètement amoureux. Mais à ce moment-là, Thierry entre au séminaire pour devenir moine et leurs voies se séparent. 5 ans plus tard, il quitte le séminaire et il la retrouve. Toutefois, Thierry est tiraillé entre son amour pour Alix et son désir d'être moine. Il décide finalement d'entrer en Chartreuse et fait une nouvelle fois ses adieux à Alix. Dans ce monastère considéré comme le plus austère d'Occident, il vit 6 années de solitude coupé du monde, de sa famille et d'Alix. Mais cet homme de foi ne pouvait oublier l'image de cette femme qu'il aimait. Son trouble était tel que les autres moines le virent, ce sont eux qui prirent la décision de le renvoyer au monde. En 2001, Thierry Paillard quitte définitivement le monastère et il retrouve la femme de sa vie. Et voilà comment celui qui était séminariste dans un endroit extrêmement clos est devenu un homme heureux avec sa nouvelle compagne. Voici Thierry Paillard. Merci à vous d'être avec nous. Là aussi, votre histoire est assez incroyable. On ose à peine imaginer que ces histoires-là puissent arriver. Et pourtant, c'est votre vie à vous. Vous avez 37 ans. Oui. Vous êtes aujourd'hui marié. Comment s'appelle-t-elle? Alix. Alix. Vous avez un enfant de 5 mois.
Irénée, 5 mois, Irénée. petit garçon. Et vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule, parce que vous avez aussi écrit votre histoire, Le jour où j'ai sauté dans l'infini aux éditions Presse de la Renaissance. D'abord, un mot de commentaire sur l'histoire d'Emmanuel Caldier. Vous étiez dans les coulisses, vous l'avez entendu. Oh, ça ne m'étonne pas. Bon, je suis éditeur maintenant, donc directeur de collection dans aux Presses de la Renaissance, et chargé de livres de spiritualité et de témoignages. Et je dois dire que les 6 années de Chartreuse que j'ai vécues en ermite et les combats que j'ai menés avec mes démons me rapprochent assez facilement des démons d'Emmanuel des Caldier. démons des autres. Vous parliez de démons à l'instant. Oui. Le démon, vous l'avez rencontré face à Dieu. J'étais en Chartreuse. Alors, on va pendant résumer 6 ans, l'histoire. oui, D'abord, parce vous avez été un très jeune homme, vous avez Ouais. rencontré Alix. Voilà. Coup de foudre. Alix avait 15 ans, j'en avais 20. Je désirais être prêtre. Cette jeune fille est passée, c'est une amie de ma sœur. Et j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Quoi? Je me suis dit, je n'ai jamais pensé au mariage. Si j'avais pensé au mariage, c'est vers une femme comme elle que je serais allé. Mais donc j'avais 20 ans à l'époque et il a fallu donc 15 ans pour cheminer Pour mûrir cette et réflexion. pour mûrir cette petite flamme qui s'est allumée à ce moment-là. J'étais dans mon monde, j'idéalisais la femme et j'idéalisais la vie monastique. Voilà. J'ai idéalisé la femme parce que j'ai perdu ma mère très jeune, elle s'était suicidée. Et donc j'avais une femme qui m'habitait et qui m'empêchait en fait d'aller vers une autre femme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, ce sont les autres, comment les appelle-t-on, les séminaristes, les chartreux, Donc les autres, Hein oui, les autres chartreux, donc les chartreux sont qui se sont des aperçus ermites. pour vous, finalement, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, en gros. Oui, bah ça, de toute façon, dès que je suis rentré en Chartreuse, tout ce qui concernait ma mère est remonté. J'étais donc en lutte avec mes démons. À un moment, je suis tombé dans une grave dépression. Je me suis révolté contre Dieu. Il n'avait rien fait pour l'empêcher. Donc je suis entré dans une très très grande révolte contre lui, sans pouvoir l'envoyer balader par ailleurs. J'ai pensé au suicide moi-même, tout en étant moine. Enfin, vous voyez, donc, j'étais vraiment, j'avais toutes les forces les plus chaotiques en moi qui sont ressorties. Et je me suis dit, le seul moyen d'y échapper, c'est de sortir et puis de me marier avec Alix. Je suis sorti le 18 décembre 2000. Le 31 décembre, je le passais avec Alix. De toute façon, la famille disait, si Thierry s'en va, c'est sûr, il retrouve Alix et ils vont se marier. Et c'est ce qui s'est passé. 7 mois après, on était fiancés. Et 1 an après les fiançailles, on était mariés. Et 1 an après, on avait notre Vous aviez quel premier âge? enfant. J'ai 37, j'approche de 38 ans. Non, mais quand vous l'avez retrouvé? Quand je l'ai retrouvé, j'avais 36. 36 ans. Oui, 34, je ne me rappelle plus. Oui. Comment ça s'est passé, justement, la première fois, quand vous l'avez revu? Donc, moi, ce qui est assez amusant, c'est que bon, donc, je suis sorti, je lui ai écrit. Et en fait, j'avais ma sœur lui l'a invité pour le 31 décembre à la maison. Mais ce n'était dû pour personne, que c'était pour qu'on se retrouve, qu'on se revoie. Moi, je lui ai écrit en disant que j'étais vraiment très content qu'elle vienne. Et puis qu'on aurait à parler, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On est parti se promener. Et on a parlé, on a discuté. 3 mois après, on a annoncé à la famille qu'on allait se fiancer. Et voilà. Mais je veux dire... Attendez, n'allons pas trop vite. Quand Oui, vous lui avez parlé, justement, est-ce que vous avez à un moment culpabilisé De quoi? D'avoir renoncé justement à votre vocation, à Dieu, à cette foi qui vous tenait et qui vous tient toujours de toute manière, je pense, puisque vous dites que vous êtes chrétien. Oui, ma foi me tient profondément à cœur. Mais... Est-ce que quand vous la voyez en face, parce que là vous me racontez ça, quand vous l'avez vue en face, ce fameux 31 décembre, vous l'avez vue, c'était une femme, une femme, oui. Tout d'un coup vous ne vous êtes pas dit je suis en train de faire la bêtise de ma vie, je je devrais reculer. Je suis toujours allé jusqu'au bout de mes choix et de ma conscience. J'ai toujours, je sais que ce que j'avais fait en Chartreuse, j'étais vraiment allé jusqu'au bout. Donc, je n'avais pas à regretter, je n'avais pas à culpabiliser. J'avais fait le deuil de ma mère, donc j'avais plus cette mère qui me hantait. Donc, j'étais libre, et bon, elle est aussi profondément chrétienne. Elle est passée aussi par une communauté religieuse durant 4 ans. D'ailleurs, quand je suis parti en Chartreuse, elle était dans cette communauté religieuse. Oui, tout était et fait alors pour que vous j'étais en retrouviez. Chartreuse, elle est sortie de cette communauté religieuse. Et moi, ça avait été très très dur pour moi à ce moment-là d'apprendre par ma sœur
Qu'elle je ne s'était sortie et pas vous. correspondais pas encore avec elle, qu'elle était sortie. Elle avait eu une vie amoureuse avant vous? Non, mais quand... Enfin, comment dire? C'est-à-dire qu'elle vous a attendu? Oui. Quelque part? Oui, quelque Elle vous l'a part, dit? oui. Oui. Sans savoir si elle avait... Mais moi, j'étais amoureuse d'elle, mais elle ne l'était pas de moi. Donc, il a fallu tous les coups de boutoir que j'ai Ah, parce que le 31 décembre, c'était pas gagné. C'était un guet-apens, le 31. En famille. C'était pas gagné. C'était une évidence, mais... Pour vous, mais pas pour elle encore. Si, ça commençait à l'être. Mais je crois que c'est ça qui est étonnant dans notre histoire, c'est qu'il a fallu 17 ans de cheminement. Et maintenant, je veux dire, quand on regarde notre histoire, quand on regarde en arrière, je veux dire, c'est une évidence, mais on a eu besoin de tout ce temps de maturation, etc. Et tout. Je me serais marié avec elle entre le séminaire... Ça n'aurait peut-être pas fonctionné après le séminaire. Pareil, oui. Hein, j'aurais fait ma dépression peut-être alors que j'étais avec elle, avec des enfants, etc. Enfin, je veux dire, ou peut-être que je ne l'aurais jamais faite et j'aurais été invivable. Et c'est vrai que moi, je suis l'homme d'une seule femme. Je suis passé de ma mère à mon épouse. Oui, c'est elle. Mais c'est elle et ce sera elle. Mais ça, je le sais au plus profond de moi-même. Ce sera elle jusqu'au bout. Voilà. Il y a donc eu ce 31 décembre, vous vous êtes fiancés, puis vous vous êtes mariés. Oui. Naturellement, on ne peut pas ignorer qu'un homme et une femme font certaines choses ensemble. C'était la première fois pour vous? Oui. Comment ça s'est passé? Sans me raconter les détails, bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand je me suis donc marié avec elle, nous avons fait... Enfin, je veux dire, nous continuons à cheminer ensemble, à faire l'apprentissage l'un de l'autre et à faire en sorte que l'union de nos corps soit à l'image du don de nous-mêmes de l'un à l'autre. C'est un apprentissage. Quand même, Thierry, là aussi, il y en a plein à la littérature, il y a des livres très célèbres là-dessus. Quand on est en chartreuse, quand on est en religion, fantasmer sur une femme, ça doit être terriblement culpabilisant. Honnêtement. Je ne l'ai pas vécu comme culpabilisant parce que j'avais un prieur et un père maître, le maître des novices, quelqu'un d'extrêmement psychologue. Vous lui en parliez? Et j'en parle énormément. Alors, c'est vraiment un des personnages clés dans mon livre. Et cet homme m'a laissé exprimer tout ce qu'il y avait de plus noir en moi. Tout? Tout. Vraiment tout? Oui, vraiment tout. Bonjour. Bonjour, je m'appelle David du Val d'Oise. J'ai une question adressée à monsieur. Est-ce que vous n'avez pas peur de retomber en ermite? C'est une tentation. Oui. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Je ne sais pas si on donne... Ça se voit. Vous vous en sortez bien. L'apparence là. Je suis extrêmement introverti. Je suis un homme intérieur. Je suis un homme de l'écrit. Je ne suis pas du tout un homme normalement de l'oral. Ma tentation, c'est la fuite. Ma tentation, ça a toujours été la fuite de la responsabilité. Et donc, oui, je peux être tenté de ça. Et comment pourrait réagir votre femme alors? Ce que j'aime énormément dans Alix, c'est qu'elle n'est pas dupe. Et donc, elle sait me ramener à mes responsabilités. Si Alix n'avait pas existé, vous seriez quoi aujourd'hui? Ça, moi, je ne raisonne jamais avec des si. Ah, dommage. Mais ce que je sais, c'est que je ne regrette rien. Cette fois, nous allons accueillir une femme. Elle aussi a renoncé à une très très brillante carrière, à une passion. Elle était comédienne, actrice de cinéma, chorégraphe. Et puis un jour, elle a rencontré un homme. Cet homme, ça n'était pas n'importe quel homme, c'était Jacques Brel. Avant d'accueillir Madly Bami, je vous propose un résumé de son histoire en images. À 28 ans, Madly Bami s'est déjà fait un nom dans le milieu artistique. Comédienne, actrice de cinéma, danseuse et chorégraphe, elle est promise à un bel avenir. Et puis un jour, sa rencontre avec un homme va bouleverser sa vie. Sur le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, elle croise le chemin d'un monstre sacré, Jacques Brel. Pour les deux, c'est le coup de foudre immédiat. Et quand Jacques Brel lui demande de tout quitter, sa carrière, Paris, sa famille et ses amis, elle n'hésite pas une seconde. Jacques Brel lui propose de partir à travers le monde pour ne plus jamais revenir. Pour elle, cela signifie faire une croix sur toute sa vie, mais l'amour a été plus fort que tout. Je propose d'accueillir Madly Bami. Bonjour Madly, merci d'être avec nous. Vous
Vous êtes auteur avec votre frère d'un livre qui s'intitule Johnny Brel, 2 enfants du soleil pour 2 monstres sacrés, aux éditions Christian Pirot. C'est vrai que vous avez rencontré un monstre sacré. Et malgré cela, si je puis dire, vous aviez une grande carrière qui s'ouvrait devant vous. Quand vous avez rencontré Jacques Brel, est-ce que, j'ai posé cette question à Emmanuel Callier tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes dit instantanément, pour lui, pour ce type-là, parce que ce n'était pas n'importe qui, je vais tout plaquer? Oui, pour ce type-là, mais pour moi, c'était vraiment un homme et ce n'était pas Jacques Brel. C'était vraiment un homme que je rencontrais. C'est ça, en fait, pour moi, la chose la plus émouvante, la plus forte, c'est le fait qu'un homme puisse être comme ça. Racontez-nous ce coup de foudre, justement. C'est assez amusant parce que j'étais engagée pour tourner avec Claude Lelouch dans L'aventure, c'est l'aventure. En fait, Claude m'avait vue dans un film qui s'appelait Boulevard du Rhum, où j'avais une petite séquence avec Lino Ventura. Et il avait vu cette séquence et puis il voulait absolument me trouver. D'ailleurs, il a fait vraiment tous les téléphones, tous les machins pour me trouver. Et puis, il m'a enfin trouvé. Et je suis partie avec l'esprit très fermé parce que j'avais travaillé beaucoup, j'étais fatiguée. Donc, le lendemain matin, prendre un avion à 9 h du matin, c'était très fatigant. Vous n'étiez pas encline à quoi que ce soit qui puisse ressembler à une histoire d'amour et surtout pas un renoncement ni un changement de vie. Hein, rien du tout. J'allais pour me reposer 3 semaines aux Antilles, c'était quand même pas mal. Donc, j'allais pour me reposer. Donc, Et alors à la descente d'avion, j'avais vraiment la tête baissée. Et puis, il y a Jacques Brel qui était là. Et moi, comme je regardais rien, je ne voyais rien, j'avais vraiment la tête baissée. Et c'est vrai que je ne suis pas impressionnée par les... Vous saviez qui c'était quand même? Oui, mais je ne suis pas impressionnée pour autant. Non, je n'étais pas impressionnée, c'était un homme, c'est un être humain. Mais c'est très important ça, parce que ça change tout. Quand on prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains, on peut donc mieux les voir. On ne voit plus comme des stars ou comme des grands de la exactement. chanson. Et je vais vous dire pourquoi c'était très important finalement. Je ne savais pas, c'était ma nature, mais finalement, pour Jacques, ça a été vraiment très, très important. Bref. Pour aller plus vite, je suis arrivée donc sur ce tournage et Lelouch gentiment dit avec qui voulez-vous tourner la séquence, parce qu'on était 5 femmes et 5 hommes dans ce film L'aventure, c'est l'aventure, et donc les femmes étaient chargées de séduire les hommes. C'était une séquence qui devait séduire. Et moi je dis avec Lino Ventura, parce que Lino Ventura, j'ai déjà tourné avec lui. Moi j'étais quand même relativement timide. Là je n'ai pas l'air, mais avant j'étais très timide. Et ils vont tourner, parce qu'ils vont faire leur tournage. Et le soir, Lelouch revient et dit, m'a dit, vous ne pourrez pas tourner avec Lino Ventura parce qu'il a déjà tourné avec vous et il a promis à sa femme de ne jamais tourner 2 fois avec la même actrice. Ah, histoire d'eux, d'accord. Alors j'ai dit, c'était pas grand-chose quand même, enfin bref, tant pis. Et il dit, vous allez mettre votre nom sur un bout de papier, les 5 jeunes comédiennes, vous allez mettre un nom sur un bout de papier, on va le mettre dans un chapeau, et puis les comédiens vont tirer au sort. C'est pas vrai? Oui, c'est comme ça que c'est fait, oui, c'est comme ça que l'on a... Quel destin! Quel destin! Et alors, on était en cercle comme ça, à l'apéritif du soir, et voilà que l'on met... Et moi, j'étais toujours tête baissée. Et puis, Lelouch explique, et puis il dit, tirez, vous allez tirer un... Et Jacques commence à tirer. Et à ce moment-là, je lève les yeux, il me regardait déjà, mais moi, je ne regardais pas. Il tire comme ça, je lève les yeux, on se regarde. Et là, vous avez compris? Et là, j'ai compris, et en plus, il tire mon nom. En plus. Et c'est comme s'il savait déjà que c'était mon nom parce qu'il tire, il a fait comme ça. Et c'était mon nom et en même temps, il me regardait. Il y a eu un moment très, très rapide où sans presque regarder le papier, il disait mon nom et on se regardait. On reconnaît le coup, on met 5 fois le même nom dans le chapeau, c'est bon. Je le reconnais là. Emmanuel, il est bon tuyau, hein? Ça continue toujours à gamberger, Emmanuel, je vois. Je vous ai beaucoup écouté tout à l'heure et c'est vrai, c'est un malin. Je vous reconnais bien là. Bref, alors, donc, ce regard, et puis après, c'est devenu une évidence. Voilà, et il m'a tendu la main, il m'a dit, je vous emmène dîner. Et on est partis tous les deux. Et vous ne vous êtes plus quittés. Et on ne s'est plus quittés. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que vous me dites, oui, c'était Jacques Brel, mais bof, moi, c'était un homme. Non, c'est pas bof, c'était Jacques Brel. Bon, c'est tout. C'était Jacques Brel. C'était pas pantelante devant lui. C'était Lino Ventura, c'était Jacques Brel, c'était X, c'était Z. Pour qu'on comprenne bien,
Parce que d'autres femmes pourraient dire, oui, mais après tout, elle a tout quitté pour Jacques Brel, c'était fantastique, c'est un monstre sacré, qui ne l'aurait pas fait? Vous avez vraiment renoncé à votre vie, c'était une vraie passion ce que vous faisiez avant. Oui, c'était une vraie passion. J'ai toujours, depuis petite, je voulais être artiste, je voulais être comédienne, chanter, danser, jouer la comédie, et je n'ai fait que ça de ma vie. Et quand il vous a proposé justement de partir faire le tour du monde, parce que c'était son vœu, tout quitter pour partir, est-ce qu'il y a un moment où vous avez là aussi eu des doutes, hésité? Pas une seconde. Jamais. Jamais, pas une seule seconde. Parce que je reconnaissais l'amour. J'avais des rêves, j'imaginais l'amour. Et j'imaginais l'amour comme ça. Mais c'était quoi? L'amour, c'est quoi l'amour? Pour moi, être avec un homme, ressentir quelque chose. Il y avait, premièrement, tout mon corps était en tremblement. Vraiment, il y a quelque chose, vraiment, comme c'est indescriptible. On ne peut que le ressentir. Quand on a été face à face, c'est comme si je rentrais en lui. J'avais vraiment... Alors maintenant, je sais, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie, l'aura et tout ça. Et je me rends compte que l'aura rentrait et ça faisait une unité. C'est quelque chose qu'il faut ressentir parce que c'est encore difficile à décrire. C'est vraiment sentir que je rentrais en lui. Et je crois que lui, il a ressenti la même chose parce qu'on a eu du mal à se descotcher. Voilà, se descotcher. Oui. C'est comme s'il y avait l'aimant comme ça. Vous avez ressenti ça aussi, Emmanuel, avec votre ange? Pire que ça, c'était un électroaimant. Il y avait du courant en plus, donc on était collés, on ne pouvait pas se séparer. Lui, Manu, c'est toujours plus fort. C'est l'inverse, j'utilise. Manu le gitan, hein. Manu le gitan. Vous aviez 28 ans, votre carrière était en plein essor, ça démarrait plutôt bien pour vous. Vous décidez de tout quitter, je suppose que vous avez averti des gens quand même, votre entourage, qu'est-ce qu'il en a pensé? Oui, j'ai dit que premièrement, j'étais très discrète sur cette relation. Avec Jacques Brel? Avec Jacques, et il me disait pourquoi tu as honte de moi? Il vous disait ça? Oui. Parce que je ne disais pas, j'étais discrète. Je n'allais pas dire à tout le monde. Je sais, à ma famille, oui, des gens très très proches, mais je sais. De quoi vous aviez peur? Parce que c'est ma nature d'être comme ça. Je suis tranquille dans mon coin. Je veux dire. Quand même, quand on est amoureux, on a envie de le crier à la terre entière. Oui, j'ai dit à ma mère, j'ai dit autour de moi. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman? Elle vous a cru? Ben oui, elle m'a cru parce que j'avais jamais dit que j'étais amoureuse. Je suis jamais venue dire à ma mère. Attendez, quand même, attendez, Madeleine. D'abord, vous tombez amoureuse de Jacques Brel. Bon, non plus, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis après, vous lui dites je m'en vais, mais je reviens jamais. Hein, je te préviens, je m'en vais faire le tour du monde. Je ne reviendrai pas. Je partais. On ne savait pas du tout quand on allait revenir. Il était certain qu'on aurait fait des visites, mais c'était pas du tout certain. Et puis j'aurais pu mourir en mer aussi. Madeleine, une maman, c'est. Je pense que toutes les mamans sont à peu près pareilles. Elles sont un peu terre à terre. Vous savez bien, une fille, ça ne peut pas partir comme ça. Non, elle pouvait s'angoisser intérieurement, mais elle ne me l'a pas dit puisqu'elle nous laisse notre liberté. On a toujours eu notre liberté. Nous sommes 5 enfants et nous avons toujours été libres de faire ce que nous voulions. Et ma mère a toujours respecté nos envies et nos désirs, sachant très bien que nous étions... Et nous étions raisonnables parce que justement, elle nous laissait faire. Donc, on a toujours été dans une permissivité qui nous permettait justement... D'avoir vos barrières à vous. Nos barrières à nous. Alors quand même, les barrières, vous les avez fait vite tomber parce que le tour du monde, c'était pas juste on fait le tour du monde, on rentre à Paris. Non, c'était pas juste ça. Je sais. C'était partir pour toujours. Hein. C'était bien le deal qui vous avait proposé. Ah oui, on partait. Vraiment, on allait faire un grand tour. Mais comment on vous a demandé ça? Il a dessiné la carte du monde sur un bout de papier, comme il fume à l'époque, sur vous savez, le papier argent de ses cigarettes. Là, il a tiré, il a défait comme ça. Il a pris un crayon, il a dessiné le monde. Il a dit, je vais partir de là, je vais faire comme ça, tout ça, tout là, tout ça. Il a fait dessiner tout le tour du monde. Il a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Voilà. Alors vous avez dit oui tout de suite? Alors, j'ai dit oui. Et, alors, il me disait, j'en réfléchis, quoi. Je réfléchis pas, je dis oui. Vous n'avez pas posé de questions? Jamais il a eu de remords ou un instant aussi, puisqu'on a parlé beaucoup de culpabilité. Mais ça, c'est très français d'être la culpabilité. C'est très quand même, dire à une jeune fille, voilà, je t'aime, je t'emmène, mais je t'emmène pour toujours. Tu vas renoncer à ta carrière, à tes espoirs. Il avait dû sentir que j'étais une personne libre, une personne... oui, je pense qu'il a senti... D'ailleurs, je crois que s'il m'a proposé, c'est parce qu'il avait senti que j'avais cette liberté. Vous avez donc largué les amarres. On a largué les amarres. C'était comment cette vie? Alors ça, c'est extraordinaire. Mais il faut beaucoup s'aimer. Hein. Vous savez, sur un bateau, tout le monde ne peut pas partir... enfin, tout le monde peut essayer de partir en bateau avec l'être aimé ou que l'on croit aimer. Et puis, sur un bateau, on se rend compte si on l'aime vraiment ou pas.
Et là? Et là, on s'aimait vraiment. On est d'ailleurs restés tous les deux sur le bateau parce que tous ceux qui venaient un peu pour quelques temps et tout, pour eux, c'était insupportable. Premièrement, c'était insupportable, c'est-à-dire? Ben, je pense que c'était déjà peut-être un peu difficilement supportable de voir deux personnes tellement en osmose, ça, c'est sûr. Et puis, c'est difficile les manœuvres aussi. C'est un bateau, c'est très prenant. Donc, si on n'a pas partie prenante de ça vraiment, on sait pourquoi on le fait. Tout le monde vous ennuyait à l'époque, quoi. Non, c'est eux qui s'ennuyaient, pas nous. Eux s'ennuyaient non, ou bien c'était difficile. Vous savez, c'est difficile, un bateau. Il faut quand même... c'est une rude épreuve, quand même, le bateau. Et puis, vous étiez dans votre bulle. Et jamais j'aurais pensé faire du bateau, en plus. Parce que vraiment, partir en bateau, c'était pas mon truc. Je m'appelle Malika, je viens de Paris. Donc déjà, je vous félicite. Je trouve magique votre histoire. Je voudrais savoir, vous avez sacrifié votre passion, votre rêve d'enfant, oui. Vous étiez très proche. Le jour où vous le perdez, Jacques Brel, oui. Est-ce que vous retournez à votre amour premier ou Alors, c'est vrai que lorsque Jacques est parti et est mort, donc... Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais... C'est-à-dire, j'ai jamais programmé les choses, j'ai jamais projeté. Je suis un peu comme vous. Je pense que la vie n'est pas comme ça, réglée. Et c'est vrai que ça m'agace parfois quand on veut l'assurance sur tout, pas de ceci, pas de cela. On veut que tout soit assuré. Et je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire après. Parce que c'est vrai que je n'avais pas tout à fait envie, je disais, de redanser, des choses comme ça. Ce n'était pas tellement mon envie à ce moment-là. Mais bon, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'avais quand même une promesse. Et il n'est pas fou, Jacques, quand même. Il m'a laissé quelque chose à faire. Il m'a dit, tu écriras notre histoire. Et donc, j'ai écrit un livre qu'il m'avait demandé d'écrire. Et ça m'a pris déjà du temps. Et donc, je crois qu'il prévoyait déjà pour m'accompagner. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, ne m'oublie pas trop vite. Alors, je pense que c'était aussi, en plus, ce travail d'écriture qui m'a permis aussi de faire la transition. Vous avez vécu 7 ans d'amour avec lui. 7 ans. Vous avez appris à un moment qu'il était malade. Oui, on l'a su 4 ans avant. On savait qu'il avait 4 ans à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui nous avez raconté cet amour extraordinaire? C'est quasiment de l'ordre du divin, c'est immanent, on se rend compte. C'est vrai que c'est de l'ordre du divin parce que depuis le départ de Jacques, j'ai encore plus d'ouverture. Je peux développer ma partie spirituelle encore davantage. Et cette relation avec lui m'a vraiment ouvert cette porte, comme presque autorisée, je dirais encore. Cet amour-là, vraiment, m'a monté vers l'amour divin, vraiment. Vous vous êtes occupée de lui pendant qu'il était malade? Oui, je me suis occupée de lui. Vous avez renoncé aussi à avoir des enfants? Oui, pour mieux m'occuper de lui, parce que je pensais que partager mes bras entre un enfant et lui, c'était peut-être... je l'aurais délaissé un moment pour l'enfant, et lui était très important. Je savais qu'il allait mourir en plus. Donc, j'avais envie de l'accompagner et que ce soit doux et joli. C'est terrible comme choix pour une femme? Non, ça permet de capter tout d'une façon très essentielle, quoi. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir fait d'enfant avec lui? Non, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir d'enfant. Je crois que c'est son amour qui est mon enfant maintenant, et cet amour-là m'aide encore plus. Vous voulez pas aller... Vous voulez pas aller vers un autre homme J'ai jamais programmé non plus les choses. Je dis parfois, il faudrait encore qu'un homme aussi veuille venir vers moi aussi. Mais je suis comme ça. Je suis là, et puis la vie vient, va, la vie passe, quoi. Je suis ouverte, j'ai beaucoup d'amis, je suis là, mais je ne sais pas si c'est l'amour de quelqu'un d'autre qui va continuer ma vie ou plutôt cet amour spirituel, justement. Madly, c'est peut-être difficile... en tout cas pour vous, de répondre à cette question. Mais vous posez souvent la question de savoir si vous n'aviez pas rencontré cet amour-là, Jacques Brel. Oui. Qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Si je n'avais pas reçu cet amour-là, parce que vous ne répondez pas par les si, moi je ne réponds pas trop parce que je ne sais pas, mais je crois quand même penser que j'aurais continué mon métier, j'aurais fait ce que j'aurais fait, mais j'aurais été heureuse de toute façon parce que pour moi, le bonheur était de savoir que l'amour existait. Et c'est ça qui me rendrait joyeuse dans la vie, c'est de savoir que l'amour existe. Même si je ne l'ai pas, mais il existe. Quelqu'un peut être heureux. Et il n'y en a qu'un? Non, je ne pense pas qu'il y a... Il y a des amours. Maintenant, je me rends compte qu'il y a cet amour-là qui est très fort, mais il y a un autre amour qui est de cheminer vers l'amour que l'on peut porter à l'autre et aider l'autre à développer son amour. Et ça, c'est aussi de l'amour très fort. Merci à tous les trois d'être venus nous raconter ces histoires d'amour exceptionnelles.
car vous l'avez dit, Madly, c'est une chance de rencontrer l'amour aussi dans sa vie. Tellement de gens voudraient le rencontrer. Vous l'avez rencontré, vous avez renoncé à plein de choses, à votre passé pour cet amour. Merci pour vos témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.